Le président de la République, Alassane Ouattara, dissout le gouvernement ivoirien. Quelles sont les raisons de cette décision? On en parle dans cette édition. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la lutte contre le diabète. Les chiffres sont alarmants. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de diabète sont dépistés chaque année. Au sommaire de cette édition également, le Mali. L'Union africaine approuve un plan d'intervention dans le pays pour chasser les rebelles islamistes. Bonsoir et bienvenue à cette dernière heure d'information. Nous vous l'annoncions déjà dans nos précédentes éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dissous aujourd'hui le gouvernement ivoirien dont les membres sont issus de la coalition politique du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix. Et pour expliquer les raisons de cette décision, le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, a animé une conférence de presse. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des membres du gouvernement, tel que modifié par le décret numéro 2012-484 du 4 juin 2012, décrète. Article 1. Il est mis fin aux fonctions des membres du gouvernement nommés par les décrets numéro 2012-241 et 2012-242 du 13 mars 2012 susvisés. Le Premier ministre et les ministres sortants sont chargés de l'expédition des affaires courantes. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 14 novembre 2012, Alassane Ouattara. Pour situer le contexte, vous devez savoir que hier, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale s'est réunie pour examiner un projet de loi modifiant la loi sur le mariage. À l'occasion de cet examen en commission, les groupes parlementaires PDCI, RDA et UDPCI ont voté contre le texte du gouvernement, et ceci en tant que formation politique. Les votes ayant été appuyés par les présidents des groupes parlementaires de ces formations politiques, et pour ce qui concerne le PDCI RDA, par le secrétaire général du PDCI RDA. Il apparaît ainsi que cela pose donc un problème au niveau de la solidarité à l'intérieur de l'Alliance et du soutien de l'Alliance au niveau parlementaire au gouvernement issu de cette alliance. Comme vous le savez, le gouvernement est le reflet de l'alliance du RHDP, avec à sa tête comme Premier ministre un responsable du PDCI, RDA. Vous devez savoir aussi que pour ce texte d'ailleurs, il a été présenté par le ministre de la famille, de la femme et de l'enfant, ministre issu du PDCI, RDA. Donc le président de la République est donc en contact avec les présidents des formations politiques, membres du RHDP, pour les modalités de constitution du nouveau gouvernement. Monsieur le secrétaire général, à vous entendre parler, il y a donc cette question de l'Assemblée nationale qui motive la dissolution du gouvernement aujourd'hui.
Est-ce que c'est la seule raison? Ben oui, c'est la raison. S'il y en avait d'autres, je vous les aurais indiqués. Voilà. C'est la raison. Je suis Baudelaire du groupe Jeune Afrique. Quel timing se donne le président de la République pour la formation du nouveau gouvernement? Est-ce une question d'heures ou de semaines? Ce sera le temps nécessaire de concertation qui sont engagés avec les différents présidents, comme je vous ai dit, des formations politiques qui sont membres du RHDP. Je suis Stéphane Benioua du quotidien Le Jour Plus. Monsieur le secrétaire général, vous disiez tantôt que l'alliance, en fait la solidarité qui devait être observée au niveau de l'alliance a été mise à mal. Et c'est ce qui a justifié, j'allais dire, la dissolution du gouvernement. Est-ce à dire que le nouveau gouvernement qui sera formé ne tiendra pas compte de certains principes qui ont été à la base de la constitution du précédent gouvernement? Merci bien. Non, je vous ai indiqué que au niveau de la constitution du nouveau gouvernement, que le président de la République était en contact avec les présidents des formations politiques membres du RHDP. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des discussions qui vont être conduites à ce niveau. Et ces discussions permettront de définir des modalités tout à fait claires en ce qui concerne la constitution du nouveau gouvernement et du fonctionnement général de l'Alliance. Nicole Suzy, Slate Afrique. Vous parliez d'un projet de loi sur le mariage qui devait être adopté à l'Assemblée nationale. Peut-on en avoir la teneur, s'il vous plaît? Oui, pour la teneur de la loi, c'est une loi qui modifie la loi en cours sur un certain nombre de points. Peut-être que les points saillants à la matière, c'est que le nouveau projet de loi indique que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du mariage. Ça c'est une avancée par rapport à la loi précédente, et que les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Que le domicile de la famille est choisi d'un commun accord entre les époux. Ce sont les dispositions, je dirais, principales de la nouvelle loi. Et ces dispositions ont été jugées utiles, importantes, nécessaires par le gouvernement. Et le gouvernement, dans le cadre de cette alliance, avec en son sein le PDCRDA, le RDR, l'UDPCI, etc. C'est un projet de loi de l'ensemble de l'alliance RHDP qui a été porté à l'Assemblée nationale. Et c'est ce gouvernement, c'est cette alliance qui a estimé que sur cette question, des avancées étaient nécessaires par rapport à l'évolution de notre société. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Jules Egenda du quotidien catholique La Nouvelle. Monsieur le ministre, de plus en plus on parle de l'entrée probable du FPI au gouvernement. Est-ce qu'avec cette situation, le président aussi envisage l'entrée du FPI, les discussions avec les responsables du FPI pour leur probable entrée au gouvernement? Pour l'instant, ce que je puis vous dire, c'est que le président est en contact avec les présidents des formations politiques membres du RHDP. Voilà. Juste une petite précision. En fait, c'est comme s'il y avait eu un clash au sein de l'Alliance, mais le président est toujours en discussion avec les chefs des partis de l'Alliance. Donc, qu'est-ce qui va changer, en fait? C'est un peu comme si on prend les mêmes et on recommence. C'est pour taper du poing sur la table. C'est quoi exactement? Non, c'est vous qui l'interprétez comme un clash. C'est pas un clash. Il y a simplement que nous estimons que cette alliance obéit à un certain nombre de règles, en termes de fonctionnement, de solidarité. On a un gouvernement qui en est un reflet, de manière très explicite. L'ensemble du gouvernement en est un reflet. Le Parlement, où nous sommes effectivement aussi, en est un reflet. Nous avons une majorité globale parlementaire. Et il s'agit de nous entendre sur les modalités de fonctionnement de l'Alliance à ces deux niveaux institutionnels.
que ce soit au niveau donc, de l'exécutif ou au niveau du législatif, sachant que ce sont des pouvoirs séparés. Donc ça qui est là-dessus, là, il n'y a pas de doute. Mais les modalités de fonctionnement donc, de l'Alliance à l'intérieur de chacune de ces institutions donc, devront certainement être précisées. Merci. À présent, les audiences du président de la République, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Au centre des échanges, la situation au Mali. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboula. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Gunit, reçu ce mercredi 14 novembre 2012 par le président de la République, Alassane Ouattara. L'audience s'est déroulée comme prévu au palais présidentiel avec le chef de l'État. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a échangé sur les questions concernant la sous-région, notamment la situation au Mali. À titre d'exemple. J'ai été reçu par M. le Président de la République en sa qualité de président de la CEDEAO et dans le cadre des consultations régulières, et en particulier évidemment la situation au Mali, mais nous avons également évoqué d'autres questions dans la sous-région, notamment la Guinée-Bissau, mais je dois dire que les discussions ont été focalisées sur la situation au Mali, et comme il se trouve que je rentre d'une tournée dans la région où j'ai séjourné pendant 4 jours à Bamako. Ensuite, nous avons tous été ensemble au sommet de la CEDEAO. Et j'étais également hier à Ouagadougou. Et j'ai partagé avec M. le Président de la CEDEAO mes impressions par rapport à l'évolution du dossier du Mali sur la base de la mise en œuvre du concept stratégique qui a été adopté le 19 octobre à Bamako et qui a rassemblé la communauté internationale d'abord, mais aussi la communauté internationale et le Mali autour d'une même vision stratégique pour régler le problème du Mali, et qui a été déjà préparé par les résolutions du Conseil de sécurité 2056 et 2071 et confirmé depuis par la CEDEAO et l'Union africaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, adresse ce télégramme à son homologue ghanéen, John Dramani Mahama. Il est libellé comme suit. C'est avec émoi et consternation que j'ai appris la triste nouvelle de l'effondrement le 7 novembre 2012 d'un centre commercial de 6 étages à Accra qui a fait au moins 11 morts et de nombreux blessés. En cette circonstance particulièrement douloureuse pour le peuple frère du Ghana, je tiens à vous exprimer au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, ma profonde compassion et mes sentiments de solidarité. Le Mali, l'Union africaine approuve l'action militaire, l'envoi de forces militaires à Bamako. Objectif, reconquérir le Nord Mali, occupé depuis plusieurs mois par des islamistes armés. La présidente de la Commission de l'Union africaine est à Paris. Rencontre avec Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et le président français François Hollande pour évoquer la crise au Mali. Madame Zouma a appelé les forces armées au dialogue tout en réaffirmant qu'une intervention militaire n'était pas à exclure. Nous verrons, mais évidemment, si nous pouvons avoir la paix au Mali, regagner les territoires et l'intégrité du pays sans partir en guerre, c'est très bien, mais nous nous préparons. Et si les forces ne sont pas suffisantes, nous agirons en temps et en heure. Cet appel au dialogue a trouvé le même écho chez Saïd Gunit à Ouagadougou. Visite pendant laquelle le représentant de l'ONU a rencontré le président burkinabé Compaoré, mais aussi les représentants d'Ansardine, le groupe armé qui occupe le nord du Mali. Ces appels au dialogue interviennent alors qu'Ansardine vient d'annoncer qu'il renonce à imposer la loi islamique dans tout le pays. L'intervention militaire est cependant toujours d'actualité. Le président français François Hollande l'a évoqué mardi lors de sa conférence de presse. La France et l'Europe feront en sorte de soutenir logistiquement, avec aussi de la formation, cette préparation. Mais en aucun cas, la France n'interviendra elle-même au Mali. La France reste très impliquée dans les concertations. Prochaine étape, l'ONU examinera le dispositif opérationnel dans quelques semaines avant de donner son feu vert à une intervention au Mali. Nous n'avons pas voulu.
Et toujours à propos du Mali, l'Union africaine qui avait suspendu le Mali après le coup d'État militaire du 22 mars dernier a décidé aujourd'hui de réintégrer le pays au sein de l'organisation africaine. C'est demain, jeudi 15 novembre, que la Côte d'Ivoire va célébrer la journée de la paix en souvenir de la création par l'UNESCO du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'occasion pour notre reporter Justine Seydjike de jeter un regard sur la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Vous le savez, durant 14 mois, la CDVR a mené des actions allant dans le sens de la réconciliation nationale. On peut citer entre autres la proposition des réparations aux victimes. Cependant, ces actions ont-elles porté des fruits? La réconciliation nationale est-elle acquise grâce à la CDVR? Tout de suite, des éléments de réponse. Tout peuple, toute nation, tout pays et tout continent aspire à la paix, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui sort progressivement des 10 années de crise militaro-politique. La plus grave est la crise post-électorale de 2010, dont le bilan officiel fait état de plus de 3000 morts. Pour écouler le tissu social mis en lambeaux par celle-ci, la réconciliation nationale demeure la condition sine qua non. Cette mission a été confiée à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, depuis le 13 juillet 2011, qui depuis des mois a mené des actions allant dans ce sens. Le premier acte a été le deuil des violences et la purification en mars 2012 pour conjurer la violence et la mort et purifier la Côte d'Ivoire. De fin mars à fin juillet 2012, ce sont les consultations nationales visant à sensibiliser les populations victimes sur le travail de la commission, connaître leurs attentes et les amener à s'approprier le processus de réconciliation. Ensuite vient l'étape de la décentralisation avec l'installation des commissions locales et régionales spécialisées à partir de la fin du mois de juillet 2012 pour une proximité de la CDVR avec les populations. Les opérations d'enquête se tiennent en août 2012 pour recevoir les plaintes de la communauté des victimes avec des enquêtes pour confirmer ou infirmer les accusations portées. Toutes ces actions ont certainement fait leur effet car la réconciliation ne s'opère que quand la volonté y est, volonté d'oublier, de taire les dissensions et de pardonner. 14 mois après la mise en œuvre de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la réconciliation est-elle effective en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que la CDVR a atteint ses objectifs, mais je pense que la CDVR est en train d'œuvrer, est en train d'accomplir sa mission qui est ô combien de fois très difficile, mais je pense que ce n'est pas impossible. On a besoin de se réconcilier et cette réconciliation va se faire au fur et à mesure. On ne doit pas se dire que du jour au lendemain on se lève, on a la paix, ce n'est pas possible. Que nous acceptions de pardonner pour que la CDVR puisse faire son travail correctement et tranquillement. Le clou des actions de la CDVR, c'est la phase des audiences publiques, phase de confrontation entre les victimes et leurs bourreaux, où les uns et les autres se parleront en toute franchise pour conforter la réconciliation entamée en vue de l'instauration définitive de la paix en Côte d'Ivoire. La CDVR est sur la voie, mais elle a encore du chemin à parcourir. Pour un mandat de 2 ans, il ne lui reste plus que 6 mois. Justement à propos de la journée nationale de la paix célébrée demain jeudi 15 novembre 2012, ce communiqué du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le jeudi 15 novembre 2012, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On parle encore de paix. La Banque mondiale a remis aujourd'hui un rapport à l'État ivoirien. Le document recommande des actions à élaborer pour le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. Tout de suite, le compte rendu de Jean-Jacques Kwame Ala.
Ce rapport de la Banque mondiale sur le chemin de la consolidation de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire, présenté par Joël Hellman de la Banque mondiale, a mis l'accent sur les secteurs centraux au rétablissement de la paix. Le rapport recommande des actions dans ce secteur afin de compléter les efforts extrêmement importants entrepris par le gouvernement afin de consolider la paix et promouvoir la réconciliation nationale. La première conclusion du rapport est que le soutien des bailleurs les 2 prochaines années va être absolument crucial pour le renforcement de la paix. L'économie de la Côte d'Ivoire a des potentiels extrêmement importants, mais l'impact sur les finances publiques de l'État se fera sentir surtout dans le moyen terme. En même temps, les attentes des Ivoiriens sont énormes après une très longue période de crise. Il est essentiel, selon les rapports, que l'État puisse répondre aux attentes immédiates. L'appui financier et en particulier l'appui budgétaire que pourra obtenir la Côte d'Ivoire sera crucial. 3 recommandations principales sont à retenir. 1. Rapprocher l'État du citoyen en renforçant la présence des institutions étatiques avec une attention particulière au domaine de la sécurité, de la justice et de l'administration locale. 2. Réduire l'exclusion sociale par l'emploi, l'accès à la citoyenneté et l'accès aux titres fonciers. Et enfin 3. Réconciliation et résolution des conflits au niveau des villages et des quartiers. C'est ce rapport de la Banque mondiale intitulé « Emprunter le chemin de la paix et de la réconciliation » qui a été remis ce mercredi aux représentants de l'État de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 300 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de diabète sont dépistés chaque année. Reportage Gabriel Zani. Le diabète a provoqué la mort de près de 5 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. 8 diabétiques sur 10 vivent dans les pays à faible revenu. En Côte d'Ivoire, 8% des décès sont liés à cette maladie parce que sa prise en charge coûte cher. Nous lançons vraiment un cri de cœur envers le gouvernement et tous les décideurs, ceux qui peuvent vraiment aider les patients diabétiques à se tourner vers nous parce que nous avons droit à la vie. Faciliter la prise en charge des malades en les rapprochant des praticiens, c'est le but de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Les diabétiques réclament entre autres la gratuité de l'insuline. Le ministère de la Santé a déjà pris des mesures dans ce sens, mais beaucoup reste à faire. Madame le ministre de la Santé a donné la caution de son département qui a permis à l'AODCI, Association Obésité et Diabète en Côte d'Ivoire, d'obtenir un financement du Fonds mondial du diabète qui permet l'installation et l'équipement des structures de prise en charge du diabète. Il n'y a pas que les adultes qui sont concernés par le diabète, les enfants aussi. Déjà les médicaments coûtent cher et la nourriture est excessivement chère. Il ne faut pas qu'ils mangent la viande avec de la graisse. Franchement, s'ils peuvent se pencher là-dessus, après le sida aussi, parce que les enfants du sida sont bien pris en charge. Et nous aussi, on veut qu'on veille sur nos enfants. En Côte d'Ivoire, le diabète est en forte augmentation au sein de la population. Pour inverser la tendance, adopter des habitudes simples est conseillé. Manger moins gras, moins salé, moins sucré et pratiquer le sport. Vous vous en êtes sûrement aperçu ce matin en sortant de chez vous. Les chauffeurs de minicar, communément appelés BACA, ont repris du service aujourd'hui. Ils étaient en grève depuis le lundi 12 novembre dernier. Le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire fait ici une déclaration. Nous l'écoutons. La grève de 72 heures déclenchée lundi par les chauffeurs de minicar, appelés BACA, a pris fin ce mercredi. Le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, exhorte tous les chauffeurs à reprendre leurs activités. Nous voulons féliciter nos conducteurs qui ont fait un arrêt de travail responsable. Il n'y a eu aucun bris de glace, il n'y a pas eu d'affrontement sur le terrain. Ils ont laissé le service minimum se faire. C'est ça la maturité, nous les félicitons et nous leur disons que leur cri de cœur a été entendu. La preuve est là aujourd'hui. Je peux dire que grâce à eux, le problème national même, au niveau de tout ministère, va être résolu. Nous les appelons tous à la reprise du travail immédiatement. Une reprise qui devrait soulager les nombreux usagers. C'était également un reportage de Patricia Omouetia.
Autre événement marquant l'actualité nationale, la visite dans la sous-préfecture de Iré des ministres Paul Kofi Kofi, chargé de la Défense, et Adama Tungara, des mines du pétrole et de l'énergie. Objectif, constater l'exploitation illicite des gisements d'or et la situation sécuritaire dans la région de Divo. On en parle avec Abou Sanogo. Cette journée marathon a commencé par la mine d'or de Bonikro dans les environs de Iré, ville située à un peu plus de 200 km d'Abidjan. Ici, les exposés et la visite guidée ont permis aux ministres Paul Kofi Kofi et Adama Tungara de se faire une idée des investissements, des actions sociales et des activités de cette unité. La suite, c'est une visite d'un des sites d'exploitation illicite d'or. Les deux ministres ont fait le constat de la gravité de la situation et du péril que ces exploitants clandestins font peser sur les populations par l'utilisation à ciel ouvert de produits hautement dangereux tels que le mercure. À la mairie de Iré, enfin, les porte-paroles de toutes les couches sociales ont crié leur indignation face aux dangers au plan sanitaire et sécuritaire auxquels ils sont exposés du fait des activités des orpailleurs. Le gouvernement fera ce qui lui revient, a dit le ministre Adama Tungara, qui a clairement signifié aux populations leur part de responsabilité dans cette situation. L'orpaillage, c'est qui? C'est vous. On loue nos terrains, on fait de l'orpaillage là-dessus et nous nous plaignons. Il faut qu'on arrête ça, qu'on se dise la vérité. Côté sécuritaire, le ministre en charge de la Défense a donné des assurances. Nous allons faire en sorte que ces activités illégales-là s'estompent, s'arrêtent et que la sécurité vienne dans la localité, dans la région. Une mission d'évaluation dans la région de Divo est prévue dans le courant du mois de décembre 2012. Un mot maintenant sur l'environnement. L'État ivoirien veut impliquer les populations dans la gérance et la préservation des aires protégées. Pour cela, il crée des réserves naturelles volontaires ou RNV. Un atelier de renforcement des capacités à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est déroulé à cet effet hier dans la commune de Cocody. Les aires protégées de Côte d'Ivoire, notamment les 8 parcs nationaux et les 6 réserves naturelles, subissent quotidiennement, entre autres, le braconnage, l'exploitation agricole et forestière. C'est donc pour remédier à ce problème que l'État ivoirien décide d'impliquer davantage les populations dans la conservation de la nature. D'où la nécessité de créer des réserves naturelles volontaires ou RNV. L'idée de création des réserves naturelles volontaires qui existent ailleurs est venue ici parce qu'on voulait impliquer la population à s'intéresser à ces sites-là. Vous avez un lopin de terre, une forêt quelque part qui a des caractéristiques importantes. Vous avez trouvé une faune rare, une flore particulière. Vous venez vers les services des parcs nationaux du ministère de l'Environnement et vous proposez ces sites-là. Au finish, on va classer par décret ces sites-là. C'est l'initiateur qui est le gestionnaire du site, c'est lui qui va gérer. Mais l'administration est là pour veiller à ce que les règles soient respectées. Le présent atelier de renforcement des capacités des parties prenantes sur les réserves naturelles volontaires est une solution pour ralentir la dégradation des aires protégées. Déjà, les localités de Tiapoum, d'Anyama, de Yamoussoukro et de Tiasalé-Umbrimbo ont proposé leur site au classement en réserve naturelle volontaire. Nous avons dans notre environnement des forêts sacrées qui au fil du temps se détériorent. Donc je suis venu pour voir avec tous ces organisateurs si nous pouvons avoir un appui pour maintenir et restaurer ces forêts. Faut-il le préciser, la Côte d'Ivoire, grâce à son important réseau de parcs nationaux et de réserves naturelles, est l'un des premiers pays d'Afrique francophone en matière des aires protégées. Direction à présent la commune d'Adjamé, plus précisément l'ancienne casse de Williamsville, où la police municipale a procédé à la destruction de boissons contrefaites. La consommation de ces rafraîchissements a déjà fait une victime dans la municipalité. Les précisions de Herman Niamien et Patricia Omouetia. Des boissons contrefaites. 5000 bouteilles au total ont été saisies à la veille de la fête de la Tabaski par la police municipale d'Adjamé. Des individus s'apprêtaient à les commercialiser sans même se soucier du tort qu'ils feraient aux consommateurs. Vous avez des personnes, des criminels qui se permettent de
vraiment avoir beaucoup des emballages, des bouteilles vides et qui ont des produits en poudre périmés et qui procèdent à la fabrication de ces boissons que vous voyez derrière moi et qui les vendent très moins cher parce que dans la boutique ça coûte 400, 600 francs et ils font ce qu'ils appellent liquider 250 francs. Mais le consommateur même doit se poser la question. Bon, il faut dire que c'est sur instruction du maire. Et de passage, il a vu ces femmes qui vendent ces produits périmés et il a donné les instructions directement et nous sommes allés sur le terrain et on a procédé à des saisies. Ces boissons dont on ignore la composition chimique et le lieu de fabrication ont déjà fait une victime à Adjamé. Pendant le mois de carême là, au moins le 15, j'ai un ami, je l'ai vu ici là, il est venu me voir, il était maigri. Bon, je lui ai dit, mais Joe, tu as eu quoi? Il dit, mon frère, je suis parti payer les bouteilles là en bas là, ici, là. Quelle bouteille? Il dit bouteille de Vandagi. Là je dis mais toi là, tu voulais te tuer. La seule qui en vend à la boutique 400 francs. Toi tu as seulement payé ça là 3 à 5 ans voilà. Voilà toi maintenant. La quantité saisie a été détruite à l'ancienne casse de Williamsville. Le président de l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, APROCACI, Soumaoro Ben Fali, invite les populations à plus de vigilance. Toutefois, il exhorte les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour freiner les activités de ces individus qui mettent la vie des citoyens en danger. Pour terminer, bravo aux éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire. En match amical international, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu la sélection d'Autriche sur le score de 3-0. C'est Yakonan Didier qui a ouvert le score à la 43e minute de jeu sur une action individuelle. En seconde période, Didier Drogba, qui venait de rentrer, marque le deuxième but ivoirien sur un tir des 30 mètres. Le troisième but ivoirien est l'œuvre de Traoré Lassina qui résiste à la défense autrichienne pour marquer joliment. Les éléphants ont marqué les esprits après cette belle victoire devant l'Autriche. Demain, les éditions de la mi-journée seront présentées par Alvor Assakwame. Excellente soirée sur RTI 1.